Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 3. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pot de Yaourt. C'est sans doute aujourd'hui, après 2 ans d'enregistrement, que le nom de ce podcast va prendre tout son sens. Le Pot de Yaourt, vous le savez, surnom de l'emblématique volcan fierté de toute une ville, imaginé par Oscar Niemeyer. Alors si notre volcan n'est jamais entré en éruption, cela ne veut pas dire qu'il est endormi, au contraire. En son cœur, un magnifique théâtre qui donne son rythme à la culture havraise. Alors pour la première fois depuis le lancement de ce podcast, le Pot de Yaourt se fait tout petit et entre enfin dans ce magnifique volcan pour rencontrer la directrice de ce lieu magique, Camille Barneau. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec moi ici donc dans le Pot de Yaourt, dans le volcan. Voilà, je disais que c'est un peu Inception, hein, c'est un peu vraiment un pot de yaourt dans un grand volcan. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Tu es donc directrice de ce lieu magnifique. Oui. Directrice d'un lieu comme celui-ci, ça s'accompagne de beaucoup de responsabilités. Oui, c'est beaucoup de plaisir, mais effectivement, c'est beaucoup de pression que je me mets en partie toute seule. Mais c'est vrai que c'est un lieu... déjà, c'est une scène nationale, donc effectivement avec un cahier des charges assez précis en termes d'accompagnement à la création, de diffusion de spectacles. Et en plus, il se trouve que ce bâtiment, il est aussi chargé de façon positive, mais de toute une histoire et de plein de représentations ici au Havre. Est-ce que quand on prend la tête de ce bâtiment emblématique, on se rend compte de la responsabilité que ça incombe, et surtout par rapport à la population locale pour qui voilà, c'est très important ce volcan? Alors oui et non. En fait, c'est vrai que je me doutais bien effectivement que ce lieu avait son historique, avait sa symbolique également. Mais en fait, tant que je l'avais pas vécu, j'en étais pas complètement consciente. Et c'est vrai que là, au fil de ces 2 dernières années, puisque ça fait 2 ans que je suis arrivée, je me suis quand même assez vite rendu compte d'à quel point le lieu il était investi, évidemment par ses spectateurs, et ils sont nombreux, mais aussi dans l'imaginaire et dans la culture en fait populaire ici au Havre. Il est représentatif. Déjà, il est au milieu quand même. Au milieu du Havre. Voilà. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est ici. La visite du président de la République, c'est devant le volcan. La flamme olympique, c'est devant le volcan. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et puis aussi, il a tout un historique. On est quand même dans une ville avec toute une histoire très militante. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un mouvement social, dès qu'il y a des questions, ça se passe aussi autour du volcan, pour le coup. On va reparler de tout ce que représente bien entendu le volcan pour les Havrais, même peut-être pour les Français, les amateurs d'architecture aussi forcément qui apprécient ce bâtiment. Tu as parlé tout à l'heure de scène nationale. Pour les amateurs qui nous écoutent et pour moi aussi, qu'est-ce qu'une scène nationale tout simplement? Alors une scène nationale, c'est un théâtre qui a reçu le label de l'État, le label scène nationale. Donc le label, c'est un cahier des charges avec des missions qui sont définies et qui sont définies conjointement donc par l'État, mais aussi les partenaires, les collectivités, donc les villes, ici donc la ville du Havre, la région Normandie, le département également, avec quand même des missions qui sont fléchées sur les écritures et la création contemporaine en spectacle vivant. Et après... effectivement, une adaptation, on va dire, à chaque ville. Il y a 78 scènes nationales en France. On ne fait pas du tout la même programmation quand on est au Havre que quand on est à Lille, quand on est à Bobigny que quand on est à Aubusson. Après, vraiment, on s'adapte à un territoire, à ses habitants, à l'écosystème artistique qui est local. Et donc, on a pour mission la diffusion de spectacles, donc de toutes les disciplines,
théâtre, danse, musique, cirque, performance et même un peu d'art visuel pour nous, pour tous les âges. Ça, c'est très important. Il y a un très fort volet de programmation jeune public ici au Havre. C'est historique, mais c'est vraiment super. Et puis, on a aussi des missions d'accompagnement de la création. Donc ça veut dire accueil d'artistes en résidence pour qu'ils puissent répéter, soutien en coproduction. Donc ça, c'est comme au cinéma, hein, c'est des sous qu'on donne aux artistes pour qu'ils puissent justement répéter en amont avant que le spectacle soit créé, et également un gros volet. Et là, pour le coup, au Volcan, c'est assez développé par rapport à d'autres théâtres, un gros volet de ce qu'on appelle l'action culturelle et action de territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi tout un lien avec différents types de publics qui peuvent être scolaires, qui peuvent être ici des publics des fabriques, qui peuvent être des publics du champ social, hein, des personnes hospitalisées ou en hôpital de jour, plein de coopérations comme ça qui permettent d'aller vraiment travailler avec tous les publics sur tout le territoire, soit en leur proposant des projets qui les amènent ici dans ce lieu magnifique, soit en allant vers eux, en nous déplaçant sur le territoire, et dans la plupart des cas, c'est les deux. L'idée vraiment qu'il y ait une circulation de public. Tu parlais de cette programmation qui doit aussi parfois s'adapter à l'environnement local. Tu en sais quelque chose, puisqu'avant d'être ici, tu étais au Phénix, à Valenciennes. Ouais. Alors, on reparlera on va suivre cette discussion, mais j'avais une question à te poser aussi. Tu aimes quand même les villes à mauvaise réputation. Oui, c'est ça. Eh bien, j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Parce que je crois que tu étais à Orléans aussi. Oui, avant, j'ai été. Voilà. C'est pas non plus les villes les plus cotées de France. Non, alors c'est vrai qu'en plus, pour vraiment. Là, je vais raconter ma vie, mais j'ai été. Je suis originaire, moi, de région parisienne, et j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs lieux. J'ai notamment travaillé à l'étranger, en Colombie et à Cuba. Et quand j'étais à La Havane, l'expérience était vraiment passionnante pour le coup. Mais. Pas évidente en fait, le décalage en tout cas entre la vie très confortable que je menais en tant qu'expatriée et la mise en œuvre du travail, les relations avec les personnes, l'éloignement aussi et l'isolement étaient particulières. Et je m'étais dit, quand je suis revenue à Paris après ces 4 ans à Cuba, je me suis dit, oh là là, quelle chance on a de vivre en France. C'est quand même un super pays, super confortable en fait, où tout paraît facile. Et je m'étais dit, mais voilà, c'est fini, je travaillerai plus jamais dans une ville plus petite que la Havane, qui fait 2 millions d'habitants. Et puis bam, Orléans, et bam, Valenciennes. Effectivement, donc cela dit, de passer d'Orléans et Valenciennes au Havre, c'est plutôt une... J'ai adoré travailler dans ces 2 villes pour des raisons différentes. C'était tout à fait passionnant, mais j'avoue que c'est quand même une amélioration et du cadre de vie et de la dynamique, en tout cas artistique et culturelle, pour le coup. Et comment alors on arrive au Havre ? Eh ben, j'ai candidaté. En fait, exactement. Alors j'étais quand même venue au Havre quand je suis revenue de Cuba. Alors ça surprend beaucoup de gens parce que... Ouais. Ah, pour rester un peu dans l'ambiance des années 50, non, c'était par hasard, mais j'étais venue voir un spectacle en fait, parce que j'accompagnais à ce moment-là un artiste qui s'appelait Hervé Rob, qui avait dirigé le Centre chorégraphique national et qui avait gardé des liens avec mon prédécesseur en l'occurrence. Et donc on était venu le rencontrer et puis on en avait profité pour voir un spectacle ici. Ça faisait moins d'1 an que la grande salle avait réouvert, donc je me rappelle m'être dit déjà, la salle est magnifique. Et on était venu, je crois que c'était en décembre, quoi. Et je m'étais dit, je lui avais dit d'ailleurs, tu sais, ça me rappelle quand même la Havane. C'était mon premier hiver en France après Cuba. J'étais quand même en dépression de manque de lumière. J'avais envie de dormir toute la journée en général. Et j'avais dit, non, mais là, il y a de la lumière, tu comprends. Et il me regardait vraiment comme une folle parce que je passais de 35 degrés à décembre au Havre. Mais quand même, je maintiens cette énergie, effectivement, peut-être des villes des années 50, le fait qu'il y ait des perspectives aussi, des ciels sur la mer. Et puis la Havane, c'est une ville assez rude, en fait. C'est pas la ville de la fête tous les jours. C'est assez nostalgique. C'est tourné vers le nord, vers les États-Unis. Il y a quand même une idée de lutte quotidienne qui est évidemment pas la même qu'ici, mais quand même, il y a vraiment des similitudes. Donc j'avais apprécié le Havre et après voilà. Tu candidates aussi parce que tu connais un peu ou il y a vraiment un intérêt pour toi dans l'évolution de ta carrière de venir ici. Oui, parce que pour le coup, même à distance, en fait, je connaissais la scène nationale. En fait, on se parle entre collègues et on voit ce que font les autres, on voit les dynamiques qui peuvent être mises en place, on voit les moyens aussi dont dispose chaque lieu. Et c'est vrai que
C'était le moment pour moi j'étais directrice adjointe à Valenciennes, donc c'était le moment pour moi de candidater peut-être à une première direction, prendre du galon. voilà, et puis de mener mon propre projet en fait. Et au vu du projet que j'avais dans ma tête et de mon parcours qui était quand même passé par la coopération internationale, effectivement, j'avais quand même envie de travailler dans une ville qui avait ces perspectives-là. Par exemple, au même moment, il y avait la scène nationale d'Albi dans le sud qui se libérait, qui est pareil, super équipement, super endroit, évidemment la région plus chaude, etc. Oui, et puis voilà, mais c'est quand même très beau pour le coup, Albi à côté de Toulouse. Mais en fait, du fait que c'est un peu plus isolé, c'est un peu plus loin de Paris, des frontières, etc. C'est plus ancré dans son territoire, ce qui est tout à fait très bien. Mais comme moi, j'en venais pas, en fait, je me suis dit mais non, c'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit où je pourrais développer le projet que j'ai en tête. Tu as défini ce qu'était le volcan, tu as défini ce qu'était une scène nationale. Maintenant, c'est quoi le travail d'une directrice dans une scène nationale ? Alors, j'ai déjà réfléchi à cette question parce que une on te fois, la pose tout le temps ? Non, oui, on me l'a posé, mais surtout une fois, on a eu des enfants d'un collège qui sont venus et qui me posaient toutes les questions qu'ils voulaient me poser, et donc ils m'ont demandé effectivement c'était quoi mon travail. Après, ils m'ont demandé si je gagnais beaucoup d'argent. C'était la deuxième question. C'est souvent l'ordre des questions. Voilà. Moi, je posais d'abord la première, quoi. Non, et du coup, j'avais répondu que en fait, mon travail, c'est de faire que le reste de mon équipe puisse travailler, en fait. Donc, c'est de donner des grandes directions sur le plan artistique, mais aussi sur le plan du développement des publics, sur le plan de la com, d'échanger en tout cas et avec les équipes et avec d'autres partenaires sur le territoire qui vont m'aider à donner ces couleurs, de pouvoir donner des grandes lignes, de m'occuper de façon un peu plus directe aussi de la programmation. Pour le coup, ça c'est moi qui m'occupe encore, si ce n'est de sélectionner tous les spectacles, parce que ça, j'écoute aussi quand même ce qu'ont vu et entendu les collègues. En dessous de toi, il y a un programmateur. Non, non, c'est pas comme auditrice, c'est moi. Ok, d'accord. Non, ça c'est ça. C'est ta partie. C'est ma partie. Alors effectivement, on discute entre collègues, on se répartit. L'été, on est plusieurs à aller à Avignon, on voit des choses. Mais après, c'est quand même moi, en gros, qui le met dans un grand tableau de planning et qui veille à ce que les équilibres soient remplis entre les artistes de différentes disciplines, les spectacles qui vont s'adresser à telle catégorie de spectateurs suivant leurs âges, leurs goûts. Quels spectateurs on va pouvoir attirer, faire venir, faire découvrir. On a des spectateurs habituels qui viennent tout seuls, on va dire, et puis on a des spectateurs qu'on fait venir à travers des propositions artistiques qui leur correspondent. Ça va être davantage sur des arts urbains, par exemple, ou sur des écritures plus contemporaines pour des étudiants, sans parler évidemment du jeune public et des différentes tranches d'âge. Également, j'essaye de maintenir un équilibre entre artistes havrais, artistes régionaux, artistes nationaux et artistes internationaux pour pouvoir vraiment montrer tout le panel en fait de. L'équilibre est important. Voilà, exactement. C'est vraiment tout est une question d'équilibre. Pour moi, l'important c'est vraiment de pouvoir montrer au Havrais et au-delà du Havre, on a des spectateurs qui viennent de plus loin, mais de pouvoir présenter tout le panorama de la création contemporaine d'aujourd'hui. C'est une question que je ne me poserais pas de la même façon, par exemple, si j'étais à Lille, ou encore plus à Paris. Il y a plusieurs théâtres, chacun a un peu sa spécificité. Donc ceux qui veulent voir de la danse à Paris, ils vont aux Têtes de Chaillot. Ceux qui veulent voir du théâtre, ils vont à la Comédie Française. Ceux qui veulent voir du cirque, ils vont à la Villette. Enfin, ça peut être plus segmenté. Là où ici, j'ai quand même plus une mission de pouvoir montrer tout le champ de la création contemporaine, parce qu'il n'y a pas d'autres... pas d'autres théâtres, en tout cas, qui aient la même amplitude de programmation. Après, je fais le choix de faire un tout petit peu moins on va dire, de jeunes artistes en danse, parce qu'il y a un centre chorégraphique qui fait ça. Je ne vais pas aussi loin en termes de musique actuelle que le Tetris, parce qu'il y a le Tetris. Enfin, on essaye quand même, ensemble, en tout cas, de maintenir un équilibre. Et vous travaillez parfois un peu les uns avec les autres, vous passez des petits coups de fil sur les programmations. On se voit même. Vous voyez, On se voit. En fait, on se voit non seulement pour faire des choses ensemble, et aussi on se voit pour s'assurer de ce qu'on ne fait pas ensemble. C'est-à-dire de ne pas faire la même chose au même moment. Avec toujours cette idée, par exemple, je sais que tu as reçu récemment Gaël de Un été au Havre. Gaël Charbot, effectivement.
Et nous, on a quelques points de collaboration, notamment sur une journée de conférence qu'ils organisent en hiver, pour le coup. Mais en fait, on s'était dit en se rencontrant, s'il y a des opportunités, on fera des choses. Mais par contre, c'est plutôt intelligent, précisément, de ne pas faire notre programmation en même temps. Ouais. Puisque nous, on est en saison, donc plutôt octobre à début juin. Et puis, lui, il commence en juin et il finit fin septembre. Donc, en fait, c'est plutôt pertinent de pouvoir avoir une offre comme ça qui est maintenue en fait, tout au long de la saison. Et alors, la patte Camille Barnaud, c'est quoi la patte Camille Barnaud sur la alors programmation? ça, je ne sais pas, il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Non, peut-être par rapport à mon prédécesseur, en tout cas dans ce souhait de montrer tout ce panorama de création contemporaine, je m'intéresse beaucoup aux spectacles qui traitent d'une façon ou d'une autre ou qui se mélangent avec des sujets de société actuels. Alors parfois, le traitement peut être d'utiliser un grand classique, par exemple, qui va venir réinterroger la relation au féminisme, par exemple, ou à l'environnement. Mais il y a aussi maintenant des formats de spectacle. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la question du format de spectacle. C'est-à-dire, il y a des spectacles qui ne sont plus faits uniquement pour les artistes sur le plateau, les spectateurs assis dans la salle. Okay. Et puis, c'est tout. Et vraiment, il y a des artistes qui travaillent... À quoi tu penses comme spectacle, pour peut-être qu'on imagine? Peut-être, par exemple, la saison dernière, on a accueilli un spectacle d'une artiste qui s'appelle Émilie Rousset. Là, c'était un dispositif sur le plateau, sur la scène, pour le coup, avec une douzaine de comédiens par... petit atelier, en fait, avec chaque fois 12 avec des chaises potentiellement autour, et des comédiens qui traitaient, le spectacle s'appelle Reconstitution, le procès de Bobigny, et en fait disaient des archives du procès de Bobigny, le fameux procès de Gisèle Halimi, chaque fois avec un point de vue différent, l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation, tel témoin, et des points de vue de sociologues actuels, de grands témoins passés. Donc ça durait à chaque fois, chaque texte, une dizaine de minutes, et puis le spectateur était invité à changer ensuite et à se déplacer. Donc à créer un petit peu aussi son programme, à créer l'ordre dans lequel il voyait les choses, en étant pour le coup dans une proximité physique aussi avec les comédiens qu'on n'a pas quand on est assis au rang Z, au fin fond de la grande salle. Et c'est ce genre de spectacle, toi, là, qui t'attire depuis quelques années? Moi, c'est le genre de spectacle. Alors moi, j'adore le format traditionnel, être ensemble dans une grande salle, mais en même temps dans sa bulle, je trouve ça super. Mais ça, c'est des formats qui m'intéressent parce que je trouve que c'est un moyen d'horizontaliser quand même un peu, de déverticaliser le rapport œuvre-spectateur qui peut encore chez certaines personnes être considéré comme très vertical, très dogmatique, on va dire. C'est aussi des moyens d'avoir des nouveaux rapports et des nouvelles adresses. Je pense pour un public plus jeune, par exemple. D'ailleurs, on voit énormément de dispositifs spécifiques pour le public jeune, mais que ce soit pour les très petits ou pour les ados, parce que les artistes qui travaillent à destination de ces publics, ils cherchent en fait comment on capte l'attention d'un ado, comment on capte l'attention d'un enfant de 2 ans. Et toi aussi, pour toi, c'est important de justement avoir ce genre de public dans ton théâtre, les jeunes, les enfants. Oui, pour moi, c'est le public de alors demain là, aussi. si tu me lances sur ce sujet, exactement, c'est mon sujet. C'est comment exactement. Captiver les jeunes, finalement. Et puis faire en sorte qu'ils sachent qu'ils sont chez eux, que le théâtre, les théâtres, c'est ça. C'est pas que, même si pour le coup, moi j'adore les grands classiques, mais c'est pas que du Shakespeare. Shakespeare ou Molière ou Racine, que par ailleurs, encore une fois, moi j'adore, mais ça peut aussi être. Déjà, ils peuvent adorer Racine. Être visité. Exactement. Moi, j'ai vu le dernier spectacle que j'ai vu ici, c'est Richard III avec Philippe Torreton. Et j'avais adoré. Avec du Marilyn Manson. Enfin bref. Il y a plein de. J'étais très jeune, mais j'avais été subjugué justement par ce classique. Et donc, effectivement, les classiques peuvent être revisités. Ouais, absolument. Et justement, créer vraiment d'autres... Après, quand je dis l'adresse, ça peut aussi être... Il y a des spectacles maintenant qui s'apparentent presque à du one-man show, en fait, dans l'adresse, qui s'adresse très frontalement aux spectateurs, voire qui les interpelle. Donc tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour revenir sur la question de la jeunesse, oui, je pense que c'est à la fois le public de demain, à la fois le public de maintenant aussi, le public de maintenant, il faut qu'ils profitent, et puis qu'ils sachent que là ils viennent souvent avec l'école. Tu me racontais tout à l'heure que c'était ton cas.
souvent avec l'école, souvent avec les parents. Potentiellement, quand même, ça, on l'a tous vécu, je pense. Après, une fois qu'on est étudiant, qu'on part dans une autre ville, qu'on commence à travailler, qu'on a des enfants en bas âge, on le fait un peu moins. Il y a un petit creux, voilà, on le fait moins. Et puis, on voit le public qui revient, on va dire, à partir de 45 ans et après qui s'en donne à cœur joie au moment de la retraite, en même temps, quelle meilleure chose à faire que pour passer sa retraite. Mais en fait, c'est ça mon objectif, c'est de me dire, en fait, là, on travaille pour dans 30 ans, on travaille pour que les jeunes qui viennent maintenant, ils aient ça en tête aussi, voilà, et qu'ils puissent faire leurs arbitrages et leurs choix. Ils peuvent choisir après, se dire, bah non, moi, je préfère le cinéma, je préfère le skateboard, enfin... En fait, c'est pas grave qu'on n'aime pas tous la même chose, mais au moins qu'il y ait quand même qu'il y ait pas d'image préconçue, de préjugés. Tu parlais de ce petit creux là entre 20 ans et 45 ans où peut-être on va moins au théâtre. Est-ce que justement vous, directeur, directrice de théâtre, c'est peut-être un public aussi que vous avez envie de réattirer dans les salles ? Ouais, c'est un public. C'est un public qu'on a envie de réattirer. En même temps, moi, ça m'inquiète pas plus que ça tant que les gens continuent à revenir en fait après. Il y a vraiment quelque chose de mathématique sur le fait de garder de devoir payer un babysitter, venir. En fait, c'est la question du temps. C'est la question du temps. On se pose beaucoup de questions au moment où on établit nos tarifs de billetterie, etc., par exemple. Mais en fait, on voit bien que finalement, le coût de la place de théâtre, c'est rien par rapport au coût de la soirée. En fait, le temps passé, le babysitter, le transport. Et c'est souvent ce qu'on se dit aussi. On vient pas au théâtre parce qu'on pense que c'est cher. Ouais. Voilà, mais bon, je vais pas te demander de donner un chiffre parce que tous les spectacles sont différents et peut-être ne coûte pas la même chose. Mais si tu voulais rassurer tes spectateurs quant au prix, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais qu'on a vraiment, pour le coup, et ça c'est grâce à nos subventions publiques, entre guillemets, c'est l'intérêt du théâtre public, des scènes nationales, c'est que nos subventions publiques, en fait, elles sont là pour faire qu'on puisse vendre des billets moins chers que si on les vendait à réel prix coûtant de ce que nous coûte un spectacle. Et ça vient, entre guillemets, subventionner le spectateur qui prend quand même plus de risques que quand il va voir le comique qu'il a vu 10 fois à la télé avant et qui est par ailleurs très bien. Enfin, vraiment, moi, j'ai absolument rien contre. Mais donc, nous, on a quand même des offres tarifaires qui permettent d'avoir des places entre 5 € jusque je crois que le plein tarif sans offre aucune, sans abonnement, sans carte de réduction, c'est 35 €, mais ça descend à 5 €, voire à 2 € sur des tarifications particulières avec les fabriques, etc., pour certains spectacles. Donc il y a vraiment de quoi trouver chaussure à son pied. Et sur ces dernières années, si on devait comparer avec le cinéma qui a subi une énorme inflation, voilà, les places de cinéma en 10 ans ont presque doublé là, ces dernières années. Est-ce que le théâtre a aussi subi ce même genre d'augmentation de tarifs ? Alors, oui et non. En fait, nous, on subit l'inflation dans ce que nous on paye, c'est-à-dire les coûts de la structure. Là, je pense que les auditeurs ont quand même bien en tête à quoi ressemble le volcan. Donc autant dire que le chauffage, l'électricité, c'est quand même un sacré machin pour dire les choses telles quelles. En gros, comme absolument toute entreprise ou toute structure ou tout particulier, nous on subit l'inflation. On a choisi. Architecturalement parlant, c'est pas comme n'importe quelle entreprise. Donc quand effectivement tu parles du chauffage et de l'électricité, et en plus en premier, c'est que ça doit vraiment être c'est que c'est des énormes volumes. Alors ça, entre guillemets, c'est l'avantage entre guillemets de la crise qu'il y a eu, c'est que du coup ça nous a quand même fait accélérer fortement la réflexion sur comment optimiser en fait la consommation d'énergie, ce qui est en plus vertueux en termes écologiques. Donc on limite les dégâts, mais bon, il y a quand même une inflation, voilà. Et par contre, nous, on a choisi de ne pas la répercuter à 100% sur notre tarification, notamment parce qu'on s'adresse quand même à énormément de... en fait, si je voulais faire une augmentation de tarifs, je vais rentrer dans des détails techniques, mais une augmentation de tarifs qui ait vraiment un impact budgétaire, il faudrait que je la fasse porter sur le billet qu'on vend le plus, et c'est le billet jeune public. Ah, d'accord. Donc je le passe par exemple de 5 à 6 €. Or, en fait, les billets jeunes publics, c'est énormément les écoles, les collèges, les lycées qui les achètent. Donc ils sont eux-mêmes pris en étau par l'inflation. Donc en fait, ça serait dommage. Ça fait boule de neige, quoi. Exactement.
Et au-delà de la tarification aussi et de ce que coûte un lieu comme celui-là, on sait que le ministère de la Culture n'est pas forcément le ministère qui a le plus de budget. Et on coupe d'ailleurs, je pense, chaque année dans ce budget du ministère de la Culture. À ce niveau-là, vous êtes aussi forcément scène nationale impactée. Ouais. Alors, là, tu me parles au moment où nous sommes en train de faire les projections budgétaires de l'année 2025, Très bien. pour lesquelles on n'a aucune info. Donc, je pense que c'est à peu près pareil dans tous les domaines, puisque Politiquement, il y avait un petit creux. Exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on risque effectivement d'avoir des baisses. En 2024, il y a eu des coupes budgétaires dans quasiment tous les ministères, dont le ministère de la Culture. Pour le coup, les subventions accordées aux scènes labellisées en général n'ont pas été impactées. L'impact a été mis sur les théâtres nationaux, enfin les gros opérateurs qui sont plutôt à Paris en l'occurrence. Nous, on n'a pas été impacté directement. Par contre, on a vu quand même le retour de bâton parce qu'on travaille quand même vraiment, encore une fois, en écosystème avec les collectivités locales. Pour le coup, par exemple, on travaille avec les communes de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dans le cadre de notre festival Jeune Public décentralisé ad hoc. Et on a vu qu'en fait, les communes étaient obligées de faire des arbitrages à cause de coupes qu'il y avait eu potentiellement dans d'autres ministères. C'est-à-dire, il y a des coupes dans l'éducation nationale. Les communes sont obligées de venir renflouer, en fait, de venir renflouer les écoles. De compenser, sur sûr. les écoles, etc. Donc, par contre, elles font un arbitrage en défaveur de la culture et du sport en général. Donc, c'est plutôt en retour de... C'est un peu les derniers budgets qu'on établit, quoi. Exactement. Donc là, on est tous sectoriellement assez inquiets, on va dire, pour l'année 2025, d'autant qu'en fait, à l'arrière, c'est pas ma petite personne qui sera juste vexée. C'est quand même de l'emploi derrière pour les artistes, pour les techniciens, pour tous les prestataires. Il y a toute une économie du spectacle, bien entendu, qui en subit. Et puis, on entend souvent parler des intermittents du spectacle. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même, à la fin, du monde qui est impacté. Quand on change, là, comme ça, pas de ministre, là, pour vous, du coup, mais quand il y a un petit remaniement ministériel, est-ce que, en tant que directrice, on est quand même un peu inquiète de savoir qui on va récupérer et comment ça va se passer? À la fois, oui. Et là, je vais être complètement transparente. Depuis quelques mois, on se dit que de toute façon, c'est Bercy qui décide la question des budgets, quand c'est pas directement le président de la République. Donc, en fait, ça a presque peu d'impact. Voilà, c'est surtout que c'est très agité. Non, par contre, on voit quand même que tous ces questionnements, cette instabilité, non seulement nous, ça fait qu'on n'a pas d'informations et que du coup, en termes de pilotage d'activité, c'est compliqué. C'est aussi parce que ça veut dire que, en fait, c'est le cercle vicieux. Enfin, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'artistes qui attendent des réponses, en fait, sur est-ce que tu vas nous programmer à l'automne, est-ce que tu peux nous amener de la coproduction. Et en fait, on est quand même au mois d'octobre presque, et je ne sais pas. Toujours pas de réponse, Et je ne sais pas, mais en fait, c'est aussi, ça empêche, c'est compliqué pour les gens qui sont au ministère de travailler, par exemple. On va revenir un petit peu ici au Havre, abandonner 30 secondes ces débats politiques. Exactement. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que on a peu l'occasion de rencontrer des acteurs, en tout cas de la vie culturelle. Donc effectivement, parler de leur quotidien et de ce qu'ils font, c'est quand même très intéressant. Revenons ici au Havre. Donc ça fait à peu près 2 ans que tu es là, c'est ça ? 2 ans et quelques mois. 2 ans. Quand tu regardes un peu dans le rétro, là, depuis ton arrivée, de ce que tu as mis en place ici, quel bilan tu fais de tes 2 ans et quelques mois au Havre ? Alors, j'allais te dire, c'est un peu tôt pour faire un bilan, mais en fait, je pense que c'est juste preuve que le temps a passé très très vite. Bien sûr, 2 ans, c'est pas mal. T'es à ta 3e rentrée là, du coup. Je suis à ma 3e rentrée, absolument. Et moi, la saison dernière, c'était donc ma première programmation, puisque la saison de mon arrivée, c'est mon prédécesseur qui l'avait programmée. Et donc là, c'est la 2e saison qui arrive que j'ai programmée avec l'équipe. Non, je trouve que c'est passé très très vite. Je pense que
j'aurais besoin encore au moins de 2 ans de plus pour vraiment réussir. C'est pas tant à faire ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait, faire ce que j'ai, les idées, les opportunités, elles viennent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je rencontre des gens, ça c'est quand même plutôt la très... C'est pas une surprise parce que je l'espérais, mais en tout cas, la bonne constatation, on va dire, c'est vraiment de pouvoir collaborer avec plein de gens très différents, pour le coup, ici au Havre, dans le champ culturel, mais pas que, en fait. Il y a plein de pistes et plein de liens qui peuvent se faire ailleurs. C'est aussi le cas en Normandie, ça. Il y a plein de collègues en Normandie qui sont aussi dans cette envie, en tout cas, de collaborer, de pouvoir organiser des circulations, soit d'artistes, soit de spectateurs sur tout le territoire, ce qui est plutôt très chouette. Mais ouais, je trouve que c'est... En fait, c'est à la fois très riche, mais ce qui fait que c'est très riche crée en fait aussi du travail. Ouais, du travail, une complication, j'allais dire, qui est que ça bouge tout le temps. C'est l'évolution, et donc ça, c'est chouette. C'est excitant. C'est super excitant parce qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, mais du coup, ça peut être aussi, on avait construit là un partenariat avec telle structure, et puis il y a un changement de direction, donc il faut attendre que la nouvelle direction arrive et remonter ça. C'est exactement ce qui s'est passé pour les autres quand je suis arrivée. Et donc, il y a des nouvelles opportunités qui se créent, des nouvelles idées qui surgissent. C'est l'avantage, entre guillemets, du fait qu'il y ait du mouvement. Mais en fait, ça change, ça pousse en fait à jamais s'arrêter sur quelque chose de définitif, quoi. Et est-ce que tu arrives à mettre en place tes envies, tes idées facilement ? J'arrive plus tôt. Ouais. J'arrive plus tôt. Ce qui est évidemment compliqué, ce qui est normal, c'est que je dépends quand même essentiellement d'argent public. Enfin, le volcan, comme ce qui est tout à fait normal, dépend essentiellement d'argent public. Donc, dès que ça demande des moyens, de sortir des moyens qu'on n'a pas, d'aller les chercher, là, pour le coup, c'est plus compliqué dans cette période. Encore une fois, ce qui est un contexte national, on va dire. Par contre, les collaborations avec divers partenaires, les nouveaux événements, on a mis en place un nouveau festival qui s'appelle Déviation au printemps dernier, en mars. En fait, ça a pris quand même assez vite, qui était justement dédié, qui l'est encore, puisqu'il se renouvelle, mais dédié justement à ces formats de spectacles un peu différents. Très bien. Pour le coup. Et en fait, ça a vite trouvé son identification, pour le coup, sur un public un peu curieux, un peu pointu quand même, un peu audacieux, mais en tout cas ça a été très vite identifié par les spectateurs, donc ça c'est chouette. Ouais. Et après 2 ans de direction, est-ce que tu pourrais dire que tu es une directrice épanouie ? Oui. Non, je suis une directrice épanouie, après c'est beaucoup d'énergie, pour le dire, et en fait mais c'est ça que c'est excitant. Mais je me dis effectivement, après il va falloir au bout d'un moment gérer l'énergie dépensée, quoi, le temps de travail. Mais c'est excitant pour le coup. Ouais. Et est-ce que tu es une Havraise épanouie ? Ouais, je suis une Havraise épanouie. Ça par contre je peux le dire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es une Havraise épanouie ? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que quand même la présence de la mer, c'est quand même quelque chose. Ouais. Tranquillisant peut-être ? Oui, et puis ça donne des perspectives. En fait, je trouve qu'on se sent pas engoncé. On a l'impression. On a l'impression que la ville, elle n'est pas finie, pas dans un sens négatif, où elle ne serait pas achevée, mais on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de limite. Ça se prolonge, et ça, c'est plutôt chouette. On est quand même dans une ville, pour avoir travaillé dans d'autres, qui est quand même plutôt bien pourvue en équipements culturels, sportifs, qu'on pratique ou pas, mais ça crée une dynamique quand même qui est chouette. Mais en même temps qui reste presque un village quand même. Enfin, moi, ça fait que 2 ans que je suis là, ça y est, j'ai des gens qui me reconnaissent dans la rue. C'est assez marrant. C'est vrai que tout le monde se connaît plus ou moins. Donc c'est intéressant. Et puis je partage aussi ton avis sur cette idée de ville un peu sans limite. Tu parlais justement des équipements culturels. Pendant des années, Le Havre a été qualifié, et à juste titre, de désert culturel. Est-ce que, t'étais pas là à cette époque-là, mais est-ce que tu en as eu vent ? Et aujourd'hui, quel est ton bilan, quel est ton regard plutôt sur l'offre culturelle ici au Havre ? En fait, moi, quand j'étais enfant, je suis de région parisienne, mais mes grands-parents avaient une maison de campagne, où ils prenaient leur retraite en Normandie, plutôt du côté de Évreux. Et quand on allait en vacances chez eux, ils nous emmenaient avec mes frères et mes cousins en excursion à chaque fois. Très bien. Et on allait
partout sauf au Havre. Parce que le Havre, ils considéraient que c'était pas très bien famé, donc on allait à Deauville, on allait à Étretat, on allait à Rouen voir la cathédrale, voilà. Mais jamais au Havre, pour le coup. Donc il y avait, alors je sais pas. Ta présence est un pied de nez à l'histoire alors. Ouais, je pense que ça a changé en fait. Je pense que pour eux, en tout cas, c'était pas un endroit où on emmenait ses petits enfants en excursion. Donc je pense que ça a changé. Je pense que évidemment, c'est pas uniquement. C'est comme le fait la poule. Hein, c'est l'amélioration de la ville qui a fait que l'offre culturelle s'est développée, mais aussi l'inverse en fait. Hein. Ça, maintenant, c'est documenté que en tout cas les villes qui sont fort équipées en tout cas attirent, se développent, ont moins d'électeurs à Rassemblement National. Enfin, il y a vraiment eu des études en fait pour parler d'ouverture, on va dire des. Ouais. Très bien, je savais pas. On va creuser cette histoire. Exactement. Après, encore une fois, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais en tout cas, il y a comme ça des dynamiques qui se mettent en place et il y a des dynamiques en tout cas qui se mettent en place et qui en fait, plus l'offre culturelle est développée, plus elle se développe. On le voit parce que moi je le vois de l'endroit où je suis, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en tout cas qui s'implantent au Havre ou qui voudraient s'implanter au Havre parce qu'ils prennent contact, ils me disent ah là là, je voudrais m'installer au Havre. Ok. Ouais. Donc c'est une ville d'artistes à. Du futur artiste, je sais pas comment on peut appeler ça. Je pense que c'est une ville qui a un potentiel. Je pense que c'est une ville qui est inspirante aussi quand même pour des artistes. En quoi ? J'ai l'impression, alors moi je le suis pas pour tout dire, donc je peux pas parler à leur place, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si éloigné non plus de Paris, que c'est une ville à taille humaine, c'est une ville où ils peuvent se concentrer, c'est une ville où il y a de la perspective, et ça je pense que c'est très important pour les artistes. Non mais en vrai, de pas se sentir enfermé, d'avoir de la perspective, en tout cas, et puis d'être dans une énergie collective aussi. Je parlais de cette offre culturelle. Toi, tu me disais que tu travaillais avec les gars du Tetris, du centre chorégraphique, peut-être avec d'autres aussi. Quel est ton regard vraiment sur toute cette offre ? Est-ce que c'est une offre qui te plaît ? Est-ce que c'est une offre que tu aimerais plus conséquente ? Est-ce que c'est à l'échelle de la ville ? Comment tu vois tout ça ? Moi, je suis mal placée pour juger de l'offre globale, puisque je suis loin d'être experte. À titre personnel. Moi, à titre personnel, rien qu'avec la programmation du Volcan, toutes mes soirées sont prises. T'es rassasié. Non, c'est pas qu'on programme nous tous les soirs, mais entre les spectacles que je vais repérer ailleurs ou quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses. Pour le coup, que la quasi-totalité, on va dire, des disciplines, notamment, elle est couverte. On travaille aussi, nous, avec le Portique, souvent, avec le MUMA, dans les arts visuels. Il y a tout un champ que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore complètement exploré, et ça, je crains que ça ne soit aussi parce que générationnellement, je suis plus âgée, mais il y a aussi plein de jeunes artistes qui œuvrent dans le champ justement des arts graphiques, de la musique électro, etc. Ça, je suis obligée de passer par mes jeunes collègues. On a les gens ne la voient pas, mais il y a Louise, ma collègue, qui est là dans le coin de mon œil. Voilà. Qui est la spécialiste des arts graphiques et de la musique électro. De la musique électro plutôt, je dirais. Ok, voilà. Ok, très bien. Mais donc du coup, exactement. Mais donc effectivement, non, mais en fait, ce qui est très agréable, c'est que évidemment, et heureusement, sinon on s'ennuierait beaucoup, on peut pas tout connaître. Mais je trouve qu'ici au Havre, il y a toujours des ressources. C'est-à-dire, si je travaille avec... là, on va accueillir un artiste qui vient plutôt de la performance et qui s'appelle Théo Mercier. Mais il a aussi tout un travail en art visuel qui est développé et que pour le coup, je connais moins. Là, en fait, je vais travailler avec le Portique, à demander à Patrick Lebré, son directeur, ce qu'il en pense. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des films ou des choses qu'on peut montrer en parallèle ? On va travailler avec les ADAR aussi, voir si les étudiants ont une idée de choses à développer ou pas. Je trouve qu'il y a toujours en fait des personnes ressources dans tous les champs. Tu parlais de ce métier que tu fais, des rencontres que tu fais grâce à ce métier. Bosser dans la culture, est-ce que c'était une vocation pour toi ou alors c'est arrivé un petit peu par hasard ? Ouais, c'est arrivé par hasard. Moi, j'ai fait des études de mathématiques appliquées aux sciences sociales après mon bac. Ok. À pas Nanterre. Du tout dans le domaine. Vraiment Très pas bien. du tout. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme beaucoup de jeunes gens, je ne savais pas trop ce que je voulais faire non plus. Donc voilà, comme j'étais bonne en maths, on m'a conseillé d'aller là-dedans parce que c'était la garantie d'un emploi
assuré. Ok. Ensuite, Donc tu dois être celle qui calcule les budgets, la directrice de scène nationale qui calcule les budgets le plus mieux, vite oui, c'est ça. en France. Non, là, c'était il y a quand même belle lurette. En tout Ouais. cas, j'ai quand même complètement oublié toutes ces choses de probabilité, d'intégrale, de statistiques et de fonctions. Mais après, j'ai assez vite travaillé. Vraiment, si je te raconte tout mon parcours, il est biscornu. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est très intéressant aussi. Ouais. J'ai assez vite travaillé dans un service, une direction de ressources humaines, où pour le coup, plus de rapport avec les mathématiques, mais j'avais vraiment envie de travailler, en fait, de gagner ma vie. Voilà. Et donc, il y a eu cette opportunité avec un contrat d'apprentissage. Donc, j'ai fait assistante puis gestionnaire de ressources humaines. Je suis passée de ça à travailler pour une maison d'édition juridique dans le service qui organisait les conférences et les formations en droit du travail, donc à destination de spécialistes des ressources humaines, c'était là le lien. Dans les RH. Voilà, mais par contre là, j'avais quand même mis le pied dans ce qui était production, organisation d'événements. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu l'opportunité, parce que c'était un grand groupe et que l'édition se portait pas très bien à ce moment-là. Du coup, j'ai lâché. En fait, à ce moment-là, j'ai pu poser un congé sabbatique et je suis partie à l'étranger, en Colombie. Là, j'ai commencé à faire la même chose, mais pour des ONG, dont une ONG qui travaillait, enfin une grosse asso, en tout cas, qui travaillait sur un projet autour de la danse contemporaine pour des jeunes de quartiers difficiles, avec un volet professionnalisant de futurs danseurs. Donc le premier pied dans la culture, il est là, quoi. Exactement. Mais avec en fait des méthodologies finalement qui étaient celles de la prod d'événements et de la conception d'événements. Et donc j'ai commencé à faire ça. J'y suis restée quand même 2 ans et demi. Pour le coup, sur du montage de projets, de la recherche de financement, etc., etc. Et puis en rentrant en France après ça, je me suis dit que non, j'allais pas retourner dans l'organisation de conférences. Après, c'était hyper intéressant. En vrai, le droit du travail, c'est passionnant comme, je me doute, comme secteur. Mais quand même, je me suis dit que ces compétences que j'avais, je pouvais les joindre l'utile à l'agréable, en tout cas. Et donc là, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en gestion de projet, en direction de projet culturel. J'avais déjà une trentaine d'années, hein. Pour le coup, j'ai fait mon master, j'ai commencé à travailler en région parisienne dans plein de secteurs différents liés au monde de la culture. J'ai travaillé au Parc de la Villette où j'étais au service de développement des publics pour le coup. J'ai travaillé en compagnie où j'accompagnais des artistes, production et diffusion de leurs spectacles. J'ai travaillé dans un petit lieu expérimental qui s'appelle la Ménagerie de Verre. Et puis, je suis partie à Cuba, où cette fois-ci, repartant à l'étranger, mais avec une expérience diamétralement opposée de celle de la Colombie, où j'étais partie avec mon sac à dos. Initialement, à Cuba, je suis partie via le ministère des Affaires étrangères, avec un poste de contractuel à l'ambassade. Donc, dans un cadre plus sécurisé et plus contraignant aussi. Voilà, tout est lié. Et j'y suis restée 4 ans. Voilà. Quel souvenir tu gardes de cette expérience cubaine ? Des souvenirs très disparses. En fait, là, si je raconte Cuba, quand j'en parle, j'ai toujours plein d'anecdotes et plein de choses qui se sont passées. Et quand je vois mes photos, je suis là, ouais, ça c'était quand même magnifique. Après, j'essaye quand même de me remettre dans le contexte réel parce qu'on fantasme parfois nos souvenirs. En fait, le temps s'étire très lentement à Cuba. C'est vraiment très différent. C'était pas du tout la même chose qu'en Colombie ou qu'en France. Et les 4 ans, le temps s'est étiré très longtemps. Aussi, quand même, à l'époque, alors maintenant, il y a de la 3G. C'était en quelle année ? Entre 2011 et 2015. Ouais, plutôt récent en fait. Oui. Même pas 10 ans, quoi. Ouais, ça va faire 10 ans là que je suis revenue. Oui, sur un oui, tout était. En fait, il y a la force de Cuba, qui est un pays qui a quand même perdu pas mal de moyens, en tout cas dans tous les domaines. Mais par contre, ils ont une force d'inertie très grande qu'ils utilisent très bien. Je le dis sans aucune ironie parce que je suis pleine d'admiration. J'en doute pas non plus. Ouais, mais du coup, c'est vrai que tout était toujours étiré dans le temps, plus compliqué, plus fatigant. Et j'étais quand même plus isolée à la fois de la création contemporaine, qui est quand même ma passion, de ma famille aussi et de mes proches, puisqu'on était sur une île. J'avais pas Internet au début, à part à l'ambassade, mais sur en plus des réseaux très, très sécurisés. Après, c'était passionnant. Enfin, la rencontre, ça a mis vachement de temps à ce que je me fasse des amis cubains, par exemple, ou que j'ai des relations à peu près d'égal à égal, en tout cas avec des artistes cubains. Ça a bien mis une bonne grosse année. Pour le coup, le temps que je comprenne en fait aussi que tout est dissimulé aussi, comme partout. C'est-à-dire, on pense que c'est un pays très pauvre, avec un système monétaire, en tout cas, qui n'est pas du tout le même que chez nous.
Mais en fait, évidemment que la Havane, c'est entre les deux. Il y a des gens qui ont de l'argent qui viennent de l'extérieur, il y a des partenariats, il y a des locations privées. Il y avait un côté politique alors dans ton job un peu. Ouais, il y avait un côté de diplomatie culturelle plutôt. qui était qui était ce qu'il était, ce qu'on fait pas. Mais ça, c'était super intéressant. C'était aussi, par exemple, je me posais la question de comment accompagner des jeunes artistes, puisque l'endroit où j'étais, c'était l'artistique, comment on accompagne des jeunes artistes ou des jeunes chercheurs ou penseurs ou auteurs qui peut-être demain seront amenés à avoir des postes importants, on va dire, dans le pays, mais en même temps en sachant que la France a des très bonnes relations avec Cuba et que l'État cubain contrôle en fait tout ça. Donc en fait, comment on encourage la création indépendante, mais en faisant semblant ou en articulant ça avec le fait que on est quand même très amis. Et de fait, moi, j'avais des très bonnes relations avec les partenaires d'État cubains, parce que c'était des gens qui faisaient leur boulot, en fait, qui étaient passionnés de culture, enfin vraiment, qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais oui, ça, c'était intéressant, pour le coup. Et est-ce que ce côté diplomatique, politique que tu as vu là-bas te sert dans ce job que tu fais aujourd'hui sur les scènes nationales de Valenciennes et du Havre ? Ouais, j'essaye en tout cas d'en avoir gardé, ça m'a servi à Valenciennes, ça me sert ici. En tout cas, j'essaye d'en me garder quand même l'idée que les projets, ça se construit vraiment en co-construction, qu'il n'y a pas de question. Parce qu'une des difficultés qu'il y avait à Cuba, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à l'ambassade, mais en fait, même avec peu de moyens, on avait quand même plus de moyens que nos partenaires cubains. Donc après, ça peut fausser en fait la relation. Et je me dis toujours ça, je me dis attention, en fait, quand même, quand on co-construit, quand on travaille sur le festival ad hoc, par exemple, qui est le festival jeune public, avec des communes qui sont parfois des toutes petites communes, je dis attention, en fait, là, c'est pas parce que moi je suis un gros machin, on a quand même un gros porteur de projet avec des moyens, en tout cas financiers, de communication, de billetterie, etc. importants. C'est pas pour autant qu'il faut que ce soit moi qui impose la programmation que j'ai envie de faire moi toute seule. Par exemple, c'est aussi déjà éthiquement, ça serait pas correct, mais en plus, pour le coup, c'est quand même eux qui connaissent leur village, leurs habitants, l'âge des enfants pour qui ce serait bien de faire un spectacle parce que l'année dernière, ils n'ont pas eu. Donc, en fait, c'est vraiment... Oui, je pense que ça, pour le coup, en tout cas, ça a attiré mon attention sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre taille de structure. C'est pas parce que je suis une scène nationale que ce que je vais dire ou faire, c'est plus intéressant ou j'ai plus d'expertise dans l'absolu. Évidemment qu'on a ici une expertise sur les spectacles, puisqu'on va en voir plein Enfin, à commencer par moi, mais j'en vois plein dans la saison, j'en repère beaucoup. Mais par contre, chaque interlocuteur a sa valeur ajoutée, quoi. Donc ça c'est, oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé, en tout cas, de ça. Camille, on le disait en début d'épisode, tu as pas mal bougé. On parlait d'Orléans, Valenciennes, Paris. Cuba, la prochaine mission, elle est où ? J'espère rester quand même un peu au Havre. Conseil d'administration du Volcan, si vous m'entendez. Elle veut rester. Je voudrais bien rester un peu. Je sais pas. J'aimerais bien, pour le coup, effectivement, rester au Havre. Parce que je m'y plais, et puis parce que je pense que quand même pour développer un projet... il faut rester un peu. Il faut rester un peu. Pour le coup, et puis après il y a tellement de choses super passionnantes à faire partout que tout sera ouvert et on ne sait jamais, mais pour le coup pas tout de suite. Camille, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a une question que je pose toujours à mes invités à la fin, la toute dernière question. Ta réponse, tu peux l'élaborer comme tu veux, elle peut être très courte ou plus longue, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Et cette question, la voici, Camille, le Havre pour toi, ça représente quoi ? J'adore le petit blanc qui est à chaque fois. Alors, moi, je suis... Peut-être que la réponse va pas être complètement satisfaisante. Moi, forcément, je suis quand même venue au Havre pour le volcan, donc je pense qu'encore plus que tous les habitants qui le voient tous les jours depuis qu'ils sont nés au Havre, pour le coup, le Havre est complètement associé au volcan. Mais en fait, quand même, il y a quand même toujours un truc qui me fait penser au Havre et que je ne sais pas pourquoi je bloque dessus et j'adore, c'est la tour de la capitainerie où il y a marqué Le Havre, porte de l'Europe. Ouais. Et ça, je me rappelle pendant que je candidatais à la direction du volcan,
J'étais venue faire un petit séjour pour faire des rendez-vous justement avec les différents partenaires, etc. Et je me rappelle que je m'étais bloquée sur cette tour de la capitainerie en me disant ouais, mais c'est tellement ça. En fait, vraiment, c'est une porte. Ouais, la porte de l'Europe. Ok, ouais, d'accord. De l'Europe ou d'autres choses. Ouais, au sens vraiment littéral. Ouais, ok, d'accord. Avec le fait effectivement que c'est une porte qui ouvre pour nous qui habitons. En tout cas, c'est une porte qui ouvre vers l'extérieur et vers l'international ou vers le reste, mais aussi une porte pour entrer en fait, pour faire venir plein de choses de l'extérieur. Bah écoute, merci beaucoup Camille. Je t'en prie. Merci Camille Barneau, donc je le disais, vous l'avez entendu, directrice du Volcan ici au Havre. La saison a commencé, donc si vous voulez prendre des places, ça se fait sur le site internet ou directement à la billetterie au Volcan. Merci encore une fois Camille merci beaucoup Barneau d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Au revoir.